Cette fois, ça y est, le gouvernement se mobilise pour résoudre la crise du logement. Depuis cet été, il multiplie les annonces sur le sujet au point de rendre son message inaudible. Une priorité émerge toutefois, relancer la construction dans le social et l'intermédiaire. Logement, mais où va donc le gouvernement? C'est le sujet de ce point.io, c'est parti. Et pour en parler, j'accueille en plateau Pierre Madec, économiste spécialiste sur le logement et enseignant à Sciences Po. Bonjour Pierre Madec. Bonjour. Et en visio avec nous, Cyril Poy, président de Les Citizens, une agence notamment de conseil pour les aménageurs, promoteurs et territoires, mais pas que. Et vous allez nous dire tout ça dans un instant. Bonjour Cyril. Bonjour Gaëtan et bonjour Pierre. Merci à tous les deux d'être avec nous. Alors Pierre Madec, je commence avec vous. C'est la deuxième fois que vous participez au Point Immo et cette fois vous êtes en plateau. La tradition n'a pas changé. Première question, 3 réponses possibles. On n'explique pas, on expliquera après, c'est juste pour bien comprendre le ton du sujet. Alors Pierre, dites-moi, les annonces du gouvernement, c'est petit A comme Avatar 2, on ne les attendait plus. C'est comme Astérix et Obélix, l'Empire du Milieu, ni fait ni à faire. Ou c'est comme la série reboot d'Harry Potter qui arrive bientôt, il faut tout reprendre depuis le début. Alors, je dirais Avatar 2. Avatar 2. Et vous Cyril, vous avez répondu quoi? La deuxième, c'était? Astérix et Obélix, l'Empire du Milieu, ni fait ni à faire. Oh non, j'irai pas jusque-là. Je pense qu'il faut peut-être un petit peu dézoomer. C'était pas une proposition qui était proposée, mais il faut peut-être regarder les choses un petit peu plus loin et proposer d'autres choses. Allez, Gravité, il dit Cyril. on passe tout de suite à la première partie. On revient sur les annonces du gouvernement et on décrypte ça avec nos experts. Alors, Pierre Madec, entre le PLF 2024 et les différentes prises de parole du gouvernement sur le sujet, c'était un petit peu difficile de s'y retrouver, c'était un peu la cacophonie. Grosso modo, les principales annonces concernaient, comme je le disais en introduction, la construction avec quelques chiffres. 110 000 logements sociaux en 2024, 20 territoires engagés, un dispositif pour alléger leurs procédures administratives et leur permettre de construire plus rapidement 30 000 logements en 3 ans. Un plan pour les étudiants, 35 000 logements qui doivent sortir de terre et 1 milliard d'euros sur la table pour doubler l'offre de logements intermédiaires. Alors Pierre Madec, tous ces chiffres, ça fait bien rêver, mais pour reprendre un peu les macronistes, est-ce que c'est selon vous un game changer ou plutôt de la poudre de perlimpinpin tout ça? Alors, je ne sais pas si c'est un game changer. La bonne nouvelle, c'est que le gouvernement s'intéresse à la question. Ça fait quand même des mois, voire des années maintenant, que le secteur du logement essaye de mettre la question du logement au centre de la politique publique, essaye d'attirer l'attention du gouvernement, et les réponses du gouvernement jusqu'alors, c'était plutôt des économies budgétaires que des mesures de soutien. Donc de ce point de vue-là, c'est plutôt une bonne nouvelle. Après, est-ce que c'est à la hauteur des enjeux? C'est pas certain. C'est-à-dire que c'est bien d'afficher des objectifs, mais si on prend par exemple uniquement la partie logements sociaux, il y a quelques mois, les objectifs de logements sociaux du gouvernement, c'était 250 000 logements sociaux sur 2 ans. On n'a pas atteint ces objectifs-là. Là, aujourd'hui, on nous dit 110, 120. On n'est pas très loin des objectifs qu'on n'a pas atteints. Comment on va les atteindre? Quelles sont les réponses? Comment on accompagne les bailleurs dans ce moment qui est quand même un moment très compliqué? C'est-à-dire qu'ils doivent faire face à un certain nombre d'injonctions pour certaines contradictoires. On leur dit de rénover, mais on a amputé leurs fonds propres avec un certain nombre d'économies budgétaires. Donc, c'est compliqué sans moyens supplémentaires et sans explications de juste dire on va faire 110 000 logements sociaux. Ce sont des objectifs qui sont annoncés, mais ça manque de moyens derrière concrets pour savoir quels sont les outils. Typiquement, le logement étudiant, évidemment que c'est une bonne nouvelle. Il y a 150 000 logements étudiants actuellement. Donc ce que propose le gouvernement, c'est de faire 20% de plus. Le logement étudiant, c'est la porte d'entrée vers le logement. C'est-à-dire qu'en construisant des logements étudiants, on détend une partie du marché locatif privé, on propose une offre de logement abordable à des ménages qui, par nature, sont fragiles. C'est évidemment une bonne nouvelle. Après, comment on fait pour produire du logement étudiant dans les zones chères, là où sont les étudiants? On n'a pas de réponse. Le logement privé a pour l'instant été plutôt mis de côté. Il y a eu quelques hésitations sur le financement, notamment sur le taux d'usure, sur le crédit, sur les conditions de financement qui sont imposées, ou plutôt aux obligations, pardon, qui sont imposées aux banques pour financer les ménages. Est-ce que, selon vous, il faudrait peut-être aussi intervenir sur le segment privé ou la priorité, ça reste uniquement le social, l'intermédiaire? Il faut regarder où sont les besoins. Les besoins, aujourd'hui, c'est plutôt un besoin de logement abordable. C'est-à-dire que c'est quoi le problème du logement? Il y a un problème très conjoncturel
qui est liée à l'accès au crédit. Il y a une remontée très rapide des taux, on ne va pas refaire l'histoire. On a gagné en taux d'intérêt ce qu'on avait mis à peu près 10 ans à perdre. Donc évidemment, il y a eu un vrai choc sur le marché du crédit. Après, il faut aussi prendre là un peu de hauteur et de regarder l'assouplissement des conditions de crédit. Qu'est-ce que ça a généré? Ça a généré des prix élevés, ça a généré l'exclusion d'un certain nombre de ménages, et notamment les ménages les plus pauvres, de l'accession à la propriété. C'est-à-dire que tout le monde a bénéficié de l'assouplissement des conditions de crédit. Et donc dire la solution, c'est de jouer sur les conditions de crédit pour resolvabiliser les ménages, c'est pas certain. Si au final ça aboutit à une remontée des prix immobiliers ou un soutien aux prix immobiliers qui désolvabilise les ménages modestes, c'est pas certain. Il y a aujourd'hui 2,5 millions de demandeurs de logements sociaux. Peut-être que la priorité, c'est de leur apporter d'abord une réponse à eux. Cyril Poy, pardon, je me tourne vers vous. Je ne l'ai pas précisé en introduction, mais il n'y a pas si longtemps que ça, vous étiez là à ma place. Vous avez été journaliste spécialisé sur le logement et la politique de la ville pendant 15 ans. Autant dire que vous connaissez très bien ces sujets. Je reviens sur ce que disait Pierre Madec. En ce moment, on a l'impression que le gouvernement se saisit vraiment de la question du logement. Vous êtes d'accord là-dessus? Est-ce qu'il y a vraiment un momentum particulier ou est-ce que on a déjà senti sur différentes années une espèce de mobilisation qui finalement n'a pas donné grand-chose? En termes de mobilisation, on a connu une mobilisation plus forte. Je repense aux années Borloo, où là, on avait un ministre du Logement qui pesait au sein d'un gouvernement, qui était capable de faire des arbitrages qu'il gagnait avec Bercy, qui avait une vraie vision à la fois des besoins, de ce qu'il fallait faire, en n'étant pas forcément toujours d'accord avec la façon dont il faisait, mais en tout cas, on avait une vraie politique du logement. On n'a pas l'impression que ces dernières années, on a vu émerger une vision sur la politique du logement et des outils adaptés. On est plutôt dans remettre sur le tapis des solutions qui ont été déjà expérimentées, notamment à la crise de 2008, quand on demande à la Caisse des dépôts et à Action Logement de racheter le stock des promoteurs. Bon, c'était ce qui s'était passé auparavant. Alors, s'il y a une grande nouvelle, entre guillemets, c'est la fin du Pinel, en tout cas du Pinel dans ce qu'il était auparavant. Je ne pense pas qu'il y ait une véritable vision. Effectivement, les besoins, on les connaît, ce sont des besoins pour du logement abordable. On a plein de façons de faire du logement abordable, que ce soit dans le locatif ou dans l'accession. Je pense que c'est plutôt là qu'il faudrait mettre le paquet aujourd'hui, parce que le logement qu'on a produit, et notamment, on y reviendra tout à l'heure, mais avec ce type de dispositif de défiscalisation, n'ont pas été de nature à combler la demande. Voilà, on a eu une offre, certes, mais une offre qui ne répondait pas à la demande réelle des ménages d'aujourd'hui. Et quand on parle de crise du logement, est-ce que vous êtes d'accord avec cette expression? Est-ce que c'est vraiment la pire situation? Est-ce qu'on est dans l'œil du cyclone aujourd'hui, ou est-ce qu'on a déjà connu d'autres tensions qui étaient encore pires que celles qu'on connaît aujourd'hui? Alors, juste, je rappelle que dans les années 80, les taux d'emprunt immobilier, les taux de l'immobilier étaient à 17% avec une inflation à 13%. Donc, on avait un gap de 4 points entre l'inflation et les taux. Aujourd'hui, on a encore un rapport inflation-taux qui est plutôt, on va dire, favorable. Les taux remontent, voilà, mais il faut juste quand même dire qu'on était dans une situation totalement exceptionnelle. On n'a jamais connu des taux aussi bas. Alors, c'est sûr qu'on a pu solvabiliser les ménages qui n'étaient pas auparavant parce que les taux étaient bas. Aujourd'hui, on revient à des conditions normales de crédit. Voilà, donc la situation, elle est exceptionnelle. Il y a une crise, effectivement, il y a beaucoup de stocks, Oui. c'est un problème pour les promoteurs, mais qui a cru aussi que la situation avec ces taux exceptionnels elle est restée indéfiniment comme ça? Je veux dire, quand on est promoteur immobilier, on mesure son risque. Voilà, certains ont pu acheter des fonciers extrêmement chers en pensant qu'on allait continuer avec des taux comme ceci, que ça allait passer. Ben non, ça passe pas. L'exception n'est pas la règle en fait. Mais L'exception, beaucoup ont pris l'exception pour la règle, y compris les ménages. Pierre Madec, je crois que vous vouliez rebondir. Non, peut-être juste 2 points. Sur le côté exceptionnel ou pas de la crise. Ce qui est exceptionnel, en effet, on a déjà connu des taux qui étaient les taux qu'on connaît aujourd'hui. La nouveauté, c'est que pendant 10 ans, pendant 20 ans, il y a eu une déconnexion terrible de l'évolution des prix immobiliers et du revenu des ménages. C'est-à-dire que l'époque dont parlait Cyril, c'est une époque où le pouvoir d'achat avançait, j'allais dire, aussi vite que l'inflation ou les prix immobiliers. Là, ce qui est nouveau, c'est qu'il y a cette déconnexion massive entre le pouvoir d'achat des ménages et les prix, et que dans ce contexte, quand il y a une remontée des taux telle qu'on l'a connue,
on se retrouve avec en effet des centaines de milliers de ménages qui sont désalvabilisés. Donc de ce point de vue-là, elle est exceptionnelle. On n'a jamais connu un moment où des taux étaient à 4 ou 5%, des prix immobiliers à leur niveau d'aujourd'hui et un pouvoir d'achat aussi en berne, j'allais dire, sur la période récente. C'est-à-dire que tant que les prix ne baissent pas, on ne sortira pas de cette crise. Quand on dit pour compenser la hausse des taux, il faudrait que les prix baissent de 25%, on a tout dit. Les prix n'ont pas baissé de 25%, donc forcément, il y a des perdants. Ça, c'est le premier point. Puis le deuxième point, peut-être rappeler la chronologie quand même. C'est-à-dire qu'il y a quand même, dans comment on juge la politique du gouvernement, il faut voir d'où elle vient. Elle vient d'un constat qui date de 2017, qui est de dire le secteur du logement est un secteur dans lequel on met trop d'argent public. On l'a trop subventionné. On a trop mis d'APL, ce qui a fait augmenter les loyers dans le secteur privé. On a trop fait de défiscalisation, ce qui a fait augmenter le prix du foncier. On a trop solvabilisé les ménages avec des dispositifs comme le PTZ. Il y a trop d'argent. Et donc depuis 2017, la volonté du gouvernement, assumée celle-ci, est de dire on va mettre moins d'argent dans le secteur du logement. Pour calmer le marché. Pour calmer le marché. Et puis ça se fait dans un contexte où on fait à côté des mesures de pouvoir d'achat. Et donc, du coup, les ménages vont réussir à continuer. Ce qui est nouveau aujourd'hui, c'est qu'on a un retournement du marché. Alors, il y a d'abord eu la crise Covid avec quand même des conséquences sur le secteur de la construction. Et puis, il y a cette remontée des taux qui n'a pas été anticipée. Et donc, on essaye de maintenir l'histoire qu'on a commencée en 2017, c'est-à-dire on continue à faire des économies, le Pinel, on y reviendra, le PTZ, tout ça, mais on le fait dans un contexte où, oui, tout le monde demandait la fin de ces dispositifs. Oui. Oui, il y avait une espèce de consensus pour dire par le passé, les APL ont soutenu les loyers, peut-être qu'il y a certains bailleurs sociaux qui s'en sortaient pas si mal, et donc on aurait pu faire des plans d'économie budgétaire. Mais ça, c'était avant. Aujourd'hui, on est en pleine crise, et on voit bien que d'ailleurs le paradigme du gouvernement, le gouvernement continue à essayer de marcher sur ses deux pieds en disant on continue à faire des économies budgétaires d'un côté, et de l'autre côté, on annonce des mesures de soutien d'urgence ou de relance. Merci Pierre Madec. On va passer... Économie budgétaire, pardon, Cyril. transfert de dépenses plutôt, parce qu'encore une fois, c'est Action Logement et la CDC qui viennent au secours quand même de la politique du logement de l'État. L'État est très doué, il faut lui reconnaître cela, pour faire supporter la part d'une partie des dépenses en logement par d'autres acteurs que lumineux.